Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de nouvelle année, bonne année à tous. Comme d'habitude, nous allons revenir sur ce qui a fait l'année passée et nous allons voir ce qui fera l'année qui va venir, avec des tops, avec des flops, avec des bilans, avec des rattrapages et avec les prévisions pour l'année prochaine. Cette fois-ci, les prévisions seront dans une vidéo séparée. D'habitude, je les mets au bout du bilan parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le bilan. Et cette fois-ci, je vais les faire en version séparée pour que vous puissiez vraiment avoir le planning de 2018 et de ce que j'attends ou de ce que j'attends le moins. Pour ce qui concerne les tops et les flops, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Il y en a beaucoup des films qui sont dans les tops et les flops qui ont déjà des vlogs. Il y en a quelques-uns qui sont issus du rattrapage, mais la plupart ont un vlog, donc je vous encouragerai à aller voir le vlog pour voir ce qu'il en est. Il y a un thème qui se distingue cette année dans les tops et les flops, c'est la diversité et l'ouverture d'esprit en général. Vous verrez que ça compose pas mal des films du top et que c'est ce qui est au détriment de beaucoup des films du flop qui n'arrivent pas à bien gérer leur message et leurs idées, en particulier sur l'ouverture d'esprit, sur les nouvelles technologies, sur tout un tas de choses. Vous allez voir, on va y venir petit à petit et je pense que vous aurez des surprises. Il y a des films que je pense que vous pensiez voir dans les flops et que vous n'allez pas voir dans les flops. Peut-être certains que vous pensiez voir dans les tops et que vous n'allez pas voir dans les tops, mais je pense pas. Les tops seront plutôt cohérents. Les flops, par contre, je pense qu'il y a certains films où vous allez vous dire « Ah, forcément, il y aura celui-là » et non, ils ne seront pas là. Puisque, je fais un petit rappel, les tops et les flops ne sont qu'une question de goût personnel. Je peux mettre un mauvais film dans mes tops. C'est pas du tout un problème pour moi, c'est une question de qu'est-ce que j'ai apprécié ou non. Après, savoir si c'est le haut du panier ou si c'est en dessous. Généralement, j'aime pas les films qui sont techniquement foirés. Mais, enfin, globalement, c'est une question de goût. Je le rappelle tous les ans, mais tous les ans, il y en a un qui dit pour dire, « Eh, t'aimes ça, donc tes goûts, c'est de la merde. » Si vous n'aimez pas mes goûts, vous n'aimez pas mes goûts. C'est comme ça. Le top reflète mes goûts. Ils ont été plutôt faciles à faire cette année parce que, pour une fois, j'ai eu un nombre de films suffisant pour faire mes catégories. C'est-à-dire que, en fait, chaque film que je vois est classé dans un petit tableau personnel et je mets une petite note personnelle. Les notes, je les divulgue pas, elles sont personnelles, mais c'est mes notes à moi quand je vois le film parce que c'est que du ressenti, ça n'est pas une valeur de jugement sur le film. Et j'ai eu bien plus que 10 flops, j'en ai eu beaucoup plus, donc là j'ai dû faire une sélection pour le coup. Pour les tops, je me suis retrouvé avec 11 tops sur les 10. Donc, pour la première fois cette année, il y aura un ex-aequo dans les tops, parce que je me suis dit, je vais pas en jeter un du lot, donc il y aura un ex-aequo, en plus il y avait une thématique qui était proche de notre film, donc j'ai pu les réunir. Vous pouvez accéder aux tops et aux autres vidéos ici. Pour ce qui est des flops, j'ai classé les films par ordre d'énervement. C'est-à-dire que c'est du film qui énerve le moins au film qui m'énerve le plus. Ce qui fait qu'il y a des choses que je pense que vous pensiez voir en tête du flop par exemple et que vous n'allez pas retrouver dans le flop. On va pouvoir y aller dès maintenant pour le flop. Pour les autres vidéos, je vous retrouverai tout à l'heure. En attendant, numéro 10. Alibi.com. J'aurais bien voulu en profiter pour rattraper également le film de Tarek Boudali, Épouse-moi mon pote, sur l'histoire d'un mec qui a besoin de faire un mariage blanc pour avoir des papiers et pour pouvoir rester faire ses études de médecine en France, et qui se marie avec son meilleur pote pour ça, son meilleur pote étant Philippe Lachaud, le réalisateur d'Alibi.com, c'est pour ça que j'en parle. Ils font tous les deux partie de la bande à Fifi, qui fait des films intéressants et neufs et innovants quand ils sont en groupe et quand ils font la bande, mais dès qu'ils essayent de faire un autre registre, ils deviennent d'une platitude et d'une non-inventivité absolument incroyable. Et là, pour ce qui est de Alibi.com, le film s'annonçait comme un film intéressant sur l'idée de trouver plein d'excuses et plein de prétextes et plein de trucs rigolos. Et au final, c'est une petite comédie de boulevard lambda avec l'amant dans le placard, ce qui n'est pas exactement l'amant qui est le père de la famille, qui est pas dans un placard, mais qui est dans un placard avec une porte en vitre, donc on le voit. C'est ça l'évolution de la blague. Mais ça reste de la comédie de boulevard assez basique et pas très intéressante. Donc voilà, c'est à peine le film en lui-même, le film il est ce qu'il est, c'est vraiment un énervement par rapport, je sais que ces gens-là peuvent faire mieux. Et ça m'énerve de les voir, en fait j'ai l'impression qu'ils font un film sur deux, c'est-à-dire qu'ils font un film novateur et cool, et ensuite un film pourri et bien franchouillard pour pouvoir financer le film d'après. Je crois que c'est comme ça qu'il fonctionne. Je sais pas exactement, mais enfin en tout cas, pour ce qui est d'Alibi.com, je trouve que c'est un ratage, que c'était une bonne idée, mais qui n'a rien donné, un petit peu comme à fond l'année dernière. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il occupe la 10e place de ce classement, et je vous encourage à aller voir le vlog si vous voulez en savoir plus. Numéro 9. Jackie. Très clairement un prétexte à Oscar pour l'enfiler un à Nathalie Portman, qui pourtant en a déjà quelques-uns et qui, je sais pas si elle en... Est-ce qu'elle en a un je ne me rappelle plus. Mais, enfin, voilà, personne n'est dupe sur le fait que Nathalie Portman soit une bonne actrice. Ce qu'elle est en tant que personne est un peu plus spéciale. Elle a des sautes d'humeur et des paix d'esprit qui sont un peu étranges, et des décisions particulières, mais... Voilà, on sait qu'elle sait jouer, donc faire un film sur la vie de Jackie Onassis pour l'avoir pleuré pendant 1 heure,
franchement, est-ce que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant à faire, quoi? C'est ça qui m'ennuie, c'est que je trouve que le film se focalise sur tous les points les moins intéressants de la vie de cette femme et de cet événement-là, de la perte de son mec, et du président des États-Unis quand même, c'est pas rien. Et je trouve que ça ne montre jamais un intéressant, ni au niveau des scènes, ni au niveau des décors, ni au niveau des personnages, ni à quelque niveau que ce soit. Je trouve que la construction en deux parties entre l'interview et le film est pas particulièrement constructive et apporte pas grand-chose. Elle apporte un certain recul par rapport à l'événement. On a un commentaire de Jackie Onassis plus personnel. Est-ce que ça vient vraiment de Jackie Onassis ou pas? On sait pas trop. Toujours est-il que le film, au final, me semble extrêmement ennuyeux, que le choix du 16 mm me paraît pas plus intéressant non plus d'ailleurs. Mais donc au final, ça me paraît particulièrement ennuyeux comme film, et ouais, c'est le film qui m'a le plus ennuyé, je crois, un des films qui m'a le plus ennuyé de l'année. Avec Star Wars 8, mais je vais vous le dire maintenant, comme ça vous chercherez pas, Star Wars 8 n'est pas dans ce classement, parce que Star Wars 8 est tout de même plutôt bien fait par certains aspects, et certaines parties pourraient le sauver le film, il y a des parties qui marchent dans le film. Donc j'ai pas envie de le mettre en flop total, il est en il est en moyen. Mais en ce qui concerne ce film-là, oui, je me suis profondément ennuyé, et donc... Enfin, voilà. Pour moi, aucun intérêt. Suivant, numéro 8. Bienvenue à Suburbicon. Film de George Clooney, à la base texte, avec une famille de noirs prétexte à faire un non total. Le film ne raconte plus rien, le film n'est plus drôle, le film n'est plus social, le film n'est plus que un truc basique à base d'un manichéisme disproportionné. Parce qu'un peu de manichéisme c'est pas mal, c'est quand il est disproportionné que ça devient compliqué. Donc comme je vous l'avais dit au début, c'est un des films qui rate son message et qui rate son idée, comme le film suivant qui est en 7ème position. The Circle. À la base, un film pour poser les questions des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, de la transparence, poser la question de l'intimité, et de est-ce qu'il y a besoin d'avoir une telle connexion avec les gens, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose, et qui passe complètement à côté de son sujet, parce que jamais une décision n'est vraiment travaillée, jamais il y a vraiment un questionnement, on a toujours le résultat. On n'a jamais le questionnement qui amène à cette décision. En grande partie, je l'ai dit dans le vlog, parce que je pense qu'il y a une partie du script qui a dû être coupée. Emma Watson, qui est une figure de la défense des femmes, a probablement dû voir le script d'origine où on disait qu'elle se tapait à la fois le mec qui a créé le cercle et à la fois son copain d'enfance. Et elle a dû se dire quoi, une femme qui se tape deux mecs dans un film, mais quelle honte, l'image de la femme, machin, etc. Une femme n'a pas besoin d'homme pour se construire, donc elle va juste faire ses actions toute seule. Sauf qu'ils ont oublié, en retirant le truc, de mettre quand même des passages où elle se pose des questions. Ce qui pourrait être intéressant. À chaque fois, et à chaque fois qu'il y a une conséquence, qu'elle devrait payer une conséquence, en fait, elle la paye pas vraiment. Et les choses sont tellement artificielles et tellement grossières et tellement idiotes, et le comportement des gens, enfin bon, bref. Vraiment, je trouve que ce film est complètement raté, alors que pourtant il pose des questions qui sont intéressantes et qui doivent être posées. Mais non, je trouve que c'est complètement foiré et qu'on ne se pose jamais correctement la question qui devrait être posée. Donc voilà, je vous encourage... Encore un film qui rate totalement l'idée qu'il devrait faire. Et qui, en termes esthétiques, techniques, etc., a rien de très sensationnel. Il y avait des trucs avec les gens qui laissent des messages, qui envoient des trucs, etc. Et il y avait une bonne recherche au niveau de ces messages et des trucs qui étaient dedans. C'était très réaliste au niveau des réactions que les gens peuvent mettre sur Internet. Mais, globalement, enfin, vraiment, je vois pas ce que ça a apporté, quoi. Donc, The Cercle, film vide. Comme un cercle. Tu traces le contour et il n'y a rien au milieu. Voilà. En ce qui concerne le numéro 7, passons au numéro 6, qui, je pense, va vous surprendre. Alien Covenant, qui n'est qu'en 6ème place. Parce que m'attendant à voir un film de mauvaise qualité, depuis la première bande-annonce qui ressemblait à Alien premier du nom avec du budget en plus, et trop in your face, contrairement à Prometheus, que j'attendais vraiment comme un bon film, ou même si c'est pas un bon film, comme un film qui allait au moins être correct, quoi, et qui m'a servi des tranches et des tranches de merde pendant 2 heures et quelques. Là, du coup, j'étais particulièrement ulcéré parce que j'avais beaucoup attendu ce truc, j'avais organisé toute une séance, etc. Alien Covenant, je savais que ça allait être nul, quoi. Je savais que ça allait pas être bon. Donc, je suis forcément beaucoup moins énervé. Il reste très mauvais. Tu comprends toujours pas les réactions des gens. Je l'ai pas dit dans la vidéo, ça. Mais il y a quand même... Peut-être que je l'ai dit. Il y a quand même une meuf qui vient de se faire pourchasser par 2 aliens différents, la moitié de l'équipe est morte, elle a couru sur une planète étrangère pendant des heures, elle vient d'arriver dans une nouvelle ville qui est détruite, mais une nouvelle ville qui était à la base d'une ville d'ingénieurs, elle vient de découvrir des trucs, etc., elle débarque dans un endroit où elle peut se cacher, la meuf te sort, je vais prendre une douche.
Zen. Zen. Je m'énerve déjà quand même pas mal à arriver au 6e, hein. Mais... Bon, voilà, il y aura des choses à réaborder, je pense que j'en reparlerai un jour ou l'autre de toute façon, et si vous avez vu le Retour sur Prometheus, vous avez déjà dû apercevoir certaines choses qui n'allaient pas dans Alien Covenant. Ce qui me fait particulièrement ulcéré, c'est quand t'as Ridley Scott qui dit « Oh, mais de toute façon, l'alien il sert plus à rien, j'ai remis l'alien dans Alien Covenant et les gens ont pas aimé. » Mais si tu l'as mal remis, évidemment que les gens ont pas aimé, c'est pas forcément l'alien qui est mauvaise, c'est peut-être la façon qu'il y a eu de le représenter, connard. Ah. Donc, bref. Alien Covenant n'était pas un bon film. Et je ne l'ai pas apprécié. Passons au suivant, numéro 5. Le cercle Rings, qui s'est totalement foiré, essayant de se réinventer, en devenant une saga pour teenagers, avec le plan iconique de la saga pour teenagers, c'est-à-dire le copain de la nana qui retire son t-shirt pour montrer son torse magnifique et imberbe, et ses muscles et ses machins, et donner envie du coup. Donc c'est... Voilà, très basique, avec les mêmes facilités de scénario, c'est-à-dire le mec qui trouve la cassette, qui sent qu'il lui est rien arrivé de grave, a réussi à trouver comment déjouer le sort en 7 jours, et a réussi à trouver comment former un club autour de la cassette pour diffuser la vidéo autour de ses élèves, etc., au point d'énerver Samara qui va créer une nouvelle vidéo maudite, enfin... Et justement, il y a des choses intéressantes à faire avec ça. Tu pourrais justement, ça aurait pu être vachement intéressant de mélanger Ring aux technologies modernes. Il me semble que les films Sadako, qui sont sortis au Japon, qui sont des suites des Rings japonais, ont également fait ça. Il y a un truc par rapport à Internet et tout, mais je les ai vus aussi, les films Sadako, et c'est particulier. C'est particulier. Et imaginez des insectes Sadako de taille humaine. Dans ce ring, il y a dans le Sadako japonais, il y a des insectes Sadako au mur avec des bras et des jambes complètement déformées, des trucs absurdes. Et bon, bref. Il y avait des trucs intéressants à faire en modernisant le truc, et ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait les trucs les plus idiots, et les plus faciles et les plus in your face possibles. J'en parlais, mais le crash au tout début dans l'avion, quoi. Il y a un avion, d'un seul coup, il y a la vidéo qui se lance dans tout l'avion. Tu pourrais du coup avoir un avion entier de personnes maudites à suivre dans un film, et faire un espèce de truc, genre une pandémie mondiale de vidéos, quoi, ce qui devrait se passer normalement avec ce truc, et non, ça n'arrive pas. Et donc voilà, au final, tu te retrouves avec un petit film lambda où on te remet une enquête qui est exactement la même que le premier film, en moins bien fait, et avec des indices absurdes. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais la meuf qui écrit en braille sur ta main, alors qu'elle est même pas aveugle elle-même et elle comprend à peine le braille, mais quelqu'un qui l'a martyrisé à un moment écrivait en braille, donc elle écrit en braille sur ta main. Donc, foirage total. Et je ne vous encourage absolument pas à regarder cette suite de la saga Ring américaine. Peut-être les deux premiers américains, ils sont pas génialissimes, mais le deuxième a un petit côté plus fantasque, assez intéressant. C'est Hideo Nakata, le japonais, qui a fait les Rings originaux japonais, qui a fait la suite américaine, le 2. Et il a mis une petite ambiance un peu étrange avec ce truc-là, le rapport à la nature, avec les animaux et tout ça. Et du coup, ouais, je trouve que ceux-là sont intéressants, mais alors cette suite-là, faut l'enterrer, la brûler, tout ce que tu veux. Faut l'acheter au fond d'un puits, et la recouvrir d'une dalle, et l'oublier complètement. Toutes les copies, hop, au fond d'un puits. Voilà, je n'ai pas du tout aimé ce film. Passons au suivant, numéro 4. A Cure for Life, ou A Cure for Wellness en version originale. Je vous avoue, je suis un peu partagé sur celui-ci, parce que j'ai pas du tout aimé le film, mais il est vrai que le film entretient une certaine esthétique et un certain style d'écriture qui évoque d'anciens films d'horreur qui se faisaient beaucoup dans les années 70-80, quand on a commencé à pouvoir faire des films en direct to vidéo, sur VHS et tout dans ce genre-là, à base de savants fous qui vit dans un château et qui fait des expériences, et il y a un mec qui doit enquêter, et il voit rien alors que tout est évident devant lui, des trucs dans ce genre-là. Ça peut être intéressant, mais je trouve que le film quand même est trop délirant, et au final, moi ça m'intéresse pas effectivement ce genre de truc. Quand j'ai vu la révélation finale, j'ai littéralement explosé de rire dans la salle devant la révélation. Et le film est construit de façon trop logique et trop concrète pendant beaucoup trop longtemps pour se permettre ce genre de fin complètement absurde.
Sans parler qu'il y a beaucoup de choses que t'arrives pas vraiment à comprendre. Bon, alors déjà, comment est-ce que le mec arrive à se déplacer avec ses béquilles en faisant un bruit monstrueux, etc., sans alerter personne dans les couloirs, parce que c'est à chaque fois le seul mec, et il y a des gens qui sont juste derrière une porte, et il a fait un bruit de ouf, et un machin, il a même fait bouger la porte, et les gens ne remarquent rien, etc., et le mec continue à avancer, what the fuck. Le mec est débile, enfin, dès le premier plan, tu le vois boire un verre d'eau, dans le verre d'eau, il trouve un espèce de verre ou un machin, il se pose encore la question pendant tout le film de savoir quel est le problème, et pourquoi est-ce qu'il y a un truc spécial qui se passe dans cet environnement. T'as une jambe pétée, ça te fait mal, tu vois, même si t'as des béquilles, même si t'as un plâtre, même si t'as machin, ça te fait mal. Donc a priori, quand il se déplace, le mec il devrait se rendre compte que sa jambe n'a rien. Je suis désolé, je fais un spoiler sur le truc, mais c'est parce que c'est absurde dans le film en vérité. Pour moi, c'est un gros foutoir de plein de trucs, et à la fin on dit ouais mais c'est rigolo et c'est fantasque. Et tu dis ouais mais je trouve que ça a pas vraiment d'intérêt, pas vraiment de sens, et ça m'intéresse pas de le suivre. En plus le film est super long, donc et on met 3 heures pour voir des évidences et des trucs, et le film en lui-même, si tu prends que ses explications, ça passe quoi. Mais une fois que tu essayes de mettre le truc dans un récit linéaire et cohérent, tu te dis ça m'a pas l'air de très bien marcher ce truc-là. Et la fin est très what the fuck. Je vous avoue que j'ai pas trop compris le délire. J'ai eu beaucoup de mal avec ce film, mais j'admets que c'est un registre avec lequel j'ai pas mal de mal, et que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup refusé le film. Ce qui sera peut-être aussi le cas du suivant. Numéro 3. Silence. J'ai déjà fait un vlog et un reaction shot sur Silence. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en rajouter beaucoup plus. Je ne suis pas du tout fan de ce film. Je l'ai trouvé mortellement long et ennuyeux pour de mauvaises raisons. Il est long parce qu'il se concentre sur les scènes de torture pendant des heures. Chaque scène de torture dure pendant 10-15 minutes, et en gros, le scénario du personnage est avancé d'un lieu de torture et d'une torture à l'autre. Que ce soit sa propre torture, en restant enfermé pendant des jours dans cette maison dégueulasse qui pue le poisson, etc., et avec les pieds en sang parce qu'il a escaladé la montagne ou je sais pas trop quoi, ou les souffrances des chrétiens qui se sont persécutés dans le film. Elle reste 10 000 fois trop longtemps à l'écran pour être un simple film sur l'histoire, par exemple. Donc c'est clairement un film pour mettre en exergue la foi du personnage, dans la grande tradition chrétienne et catholique, par la souffrance, en représentant sa souffrance. Pour moi, c'est une réadaptation de La Passion du Christ, par exemple, de Mel Gibson, celui avec du sang partout et tout le reste. Et je le trouve assez mal fait parce que le message est clairement d'opposer les chrétiens au Japon, ce qui était le cas à l'époque, hein, je dis pas du tout le contraire, c'est effectivement la réalité historique que dépeint le film, mais il la montre de façon tellement biaisée du côté chrétien et appuyée que je trouve ça assez honteux. Alors le film à la base a été écrit par un chrétien japonais, et il est dédié à la fin aux chrétiens du Japon, qui donc sont, enfin ceux qui se sont fait torturer à l'époque. Je pense pas qu'il dédie ce film aux chrétiens du Japon d'aujourd'hui, peut-être, cela dit, hein, mais il le dédie aux chrétiens du Japon de l'époque. Et je trouve qu'à aucun moment, du coup, le mec ne fait l'effort de montrer la beauté du Japon et l'intérêt du Japon, et ce que ces Japonais protègent à ce point-là. On les voit le protéger, on voit pas pourquoi ils le protègent. On n'a quasiment aucune information sur la religion japonaise. Quand il arrive devant l'inquisiteur, à la fin, on commence à avoir quelques bribes d'opposition théologique, mais ça met quand même énormément de temps à arriver, et globalement, ça reste un discours où personne ne gagne à la fin, parce que chacun reste enfermé dans sa croyance. Ce qui est pas du tout le genre de film qui me parle ou qui m'intéresse. Et voilà, je n'ai aucun intérêt à regarder Silence, et je ne vous encourage pas vraiment à le regarder, parce que même si c'est pour apprendre l'histoire des chrétiens du Japon, je pense que vous aurez mieux fait de voir un livre d'histoire que de regarder ça. Voilà, en ce qui concerne Silence. Suivant, numéro 2. Manchester by the Sea. Oui, un film qui n'est pas sorti en salle, avec à peu près le même problème que le film précédent, c'est-à-dire d'en faire 10 000 fois trop, et de devenir vulgaire. C'est un peu le problème que j'avais avec Silence, et c'est le problème principal que j'ai avec Manchester by the Sea, qui est un mélodrame
bien gras et bien vulgaire, sur un homme qui perd ses enfants. Le film pousse beaucoup trop dans tous les aspects du mélodrame. J'en avais parlé rapidement avec les Oscars. Si vous voulez voir, c'est pas un vlog celui-ci, ce sera un truc avec les Oscars, mais le mec, donc il y a un incendie qui tue ses 3 enfants. La maison dans laquelle ils sont, architecturalement, ne correspond pas au récit qui est fait ensuite. Là où le feu s'est déclaré, c'est juste à côté de l'escalier qui mène à l'étage et à la chambre des enfants, mais c'est également juste à côté de la porte de la chambre à coucher de la mère. Donc a priori, si la cage d'escalier est suffisamment en feu pour qu'on puisse plus accéder aux enfants, la chambre doit être également suffisamment en feu pour que la mère soit morte ou inaccessible. Et a priori, quand on voit que du coup ça va être compliqué d'aller à un étage, ben on sort une échelle, on sort un machin, on envoie quelqu'un au-dessus, enfin... Il y avait 36 000 solutions, le temps qu'ils choisissent est extrêmement court pour ça. C'est pour dire oh là là, vous avez vu, il est parti que 40 minutes et en moins de 40 minutes, en moins d'une heure, sa vie a basculé dans l'horreur, etc. Et on a fait survivre sa femme, non pas parce que c'était logique par rapport à l'environnement, mais parce que du coup, ça rend ça encore plus tragique parce qu'ils ont survécu tous les deux, donc ils sont 2 à être déchirés, et lui, il est déchiré à la fois pour avoir laissé ses enfants mourir et pour pas avoir été là avec sa femme, donc du coup, il est encore plus tragiquement déchiré, dépressif, etc. Ce qu'il n'exprime pas bien dans le film, parce que c'est Casey Affleck et il joue mal. Je suis navré, hein, je sais que le mec a eu des BAFTA, des machins, le mec joue mal, très mal. Ça ressemble d'ailleurs au jeu de Ben Affleck, mais Ben Affleck arrive à mettre de l'émotion à l'intérieur de ce sous-jeu. Et lui, non. Casey Affleck, non, il n'a pas le talent de son frère. Donc c'est juste un mec plat et vide, ce qui peut, sur une erreur, passer pour un mec détruit à l'intérieur, mais malheureusement, c'est pas ça exactement qu'il joue. Le film fait exprès de révéler le truc en petits morceaux, parce qu'il sait que s'il l'avait révélé dès le début, le film serait pas du tout intéressant, donc c'est une façon de rendre le truc un peu plus prenant et un peu plus fort, c'est de se demander qu'est-ce qu'il a ce mec, pourquoi est-ce qu'il est pas bien, qu'est-ce qu'il a ce mec, une fois qu'on sait qu'il est pas bien, pourquoi est-ce qu'il est pas bien, une fois qu'on sait pourquoi il est pas bien, et qu'est-ce que ça va donner, etc. Sauf que ça mène jamais vraiment nulle part, et... tout est d'une superficialité et d'une facilité, que je trouve déconcertante. Il y a le truc des engueulades, par exemple. Il y a 3 engueulades différentes qui démarrent à des moments où il ne devrait pas. Il y a la femme, je sais plus, je crois que c'est sa belle-sœur, un truc dans ce genre-là, à un moment où il y a le père qui est mourant sur son lit, et genre c'est à un mot près, les gens partent dans des engueulades monstrueuses, mais qui se déclenchent pour absolument rien, et vraiment, où tu sens que la personne a fait exprès de dire quoi, mais pourquoi t'as dit ça, parce que machin, c'est... un truc très très énervant. À un moment, il amène le gamin à l'école et il lui fait... il amène le gamin devant l'hôpital, et le gamin regarde l'hôpital et fait « bon, on y va ». Et le mec démarre la bagnole, alors que le gamin a clairement la main sur la poignée de la porte et dit « bon, on y va » pour se sortir de la voiture et partir, quoi. Et ils se mettent à s'engueuler pour ça. Et le truc vraiment très clair, c'est le moment où ils sont, je crois que c'est à la mairie ou un truc dans ce genre-là, et ils sortent tous les deux, ils s'engueulent, donc le Casey Affleck et le gamin qui doit prendre sous son aile. Et juste à ce moment-là, il y a un mec qui passe dans la rue, qui entend de loin ce qu'il dit, et qui décide de réagir, et qui lui dit ah bah super, l'éducation que vous donnez, et le mec commence à réagir, et essaie de lui casser la gueule dans la rue. Ce qui est vulgaire et grossier, parce que, par exemple, on aurait pu foutre 3-4 passants en plus dans la rue. On aurait pu foutre la scène dans un endroit où il y avait un peu plus de monde, et où ça devient logique que, par hasard, quelqu'un dans cette foule qui est en train de passer, te regarde, entende ce que tu dis, et fasse ça, mauvaise éducation. Ça ne marche pas, ça... Et par exemple l'incendie de la maison, parce qu'on est dans un petit film Netflix ou Amazon, je sais plus lequel a produit ce film-là, qui n'a pas le budget pour faire ce qu'il devrait faire, et qui donc n'a pas le budget par exemple d'engager plein de figurants pour passer dans la rue au moment où t'as le mec qui est en train de marcher et de s'arrêter pour dire « super éducation », qui aurait rendu le truc plus logique. Bref, ce qui m'ennuie dans Manchester by the Sea, c'est pas que ça vient de Netflix ou Amazon, c'est que c'est un mauvais film, c'est un mélodrame vulgaire et gras. Si ça passe chez vous, à la limite, pourquoi pas, mais alors il y a tellement plus intéressant à faire passer comme mélodrame, il y a tellement de choses plus travaillées, il y a tellement de façons de faire passer ça de façon plus cool, plus impactante, moins vicieuse et moins oh bon on va faire ça comme ça parce que sinon ça marche pas. Enfin, que voilà, je supporte pas ce film. Le film que j'ai le plus détesté de l'année est celui-ci. Detroit. Il est rare que des films me donnent envie de quitter la salle. Ça m'est arrivé 2 fois jusqu'à présent. Une fois, c'était Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Non, 3 fois. Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, Funny Games US de Michael Haneke et Detroit.
L'histoire de Détroit, je vais rester longtemps sur celui-ci parce que je l'ai jamais fait en vlog et c'est le premier. L'histoire de Détroit, de Detroit se passe à Détroit, pendant des révolutions, enfin des manifestations ethniques qui ont eu lieu dans les années 60, si je me souviens bien parce que j'ai pas vu le film depuis quelques temps, qu'il nous résume de façon grotesque, comme un gamin avec des dessins au début, et nous fait suivre plusieurs groupes de personnages. On a un groupe de musiciens qui va aller à l'hôtel Algiers, il me semble que c'est ça, hein, où il va y avoir, où va se passer le gros de l'action du film, qui mettra en scène le deuxième groupe, qui est un groupe de policiers blancs, dont un mec a déjà été averti, et déjà suspecté, suspendu entre guillemets, pour avoir tiré sur un noir de dos alors qu'il faisait un pillage, et en pleine révolte, ils avaient dit n'empêchez pas les gens de piller parce que c'est déjà la merde, donc laissez-les prendre des trucs s'ils en ont envie, et laissez-nous résoudre le truc de façon pacifiste, sans tirer sur les gens et envenimer les choses. Donc il y en a déjà, ils ont déjà fait ça. Et ils se retrouvent donc à l'Algiers après avoir entendu des coups de feu qu'ils pensent diriger vers eux. Et ils vont aligner les mecs pendant toute la nuit et les torturer et les terrifier jusqu'à ce qu'ils leur donnent quelque chose, quoi, en gros, jusqu'à ce qu'ils leur expliquent d'où sont venus ces coups de feu et qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Toute l'idée, c'est de montrer une avalanche de violence injustifiée. Puisqu'ils n'ont pas de preuve que ces Noirs leur ont tiré dessus, ils n'ont pas de preuve que c'est eux qui étaient à l'Algiers, ils n'ont même pas de preuve que les coups de feu viennent de l'Algiers, ils pensent que ça vient de cette direction-là, mais ils sont pas sûrs, ils supposent que c'est ça parce que c'est le truc le plus grand. Et donc on est censé voir des gens qui n'ont rien fait de mal et qui ne savent rien se faire torturer pendant tout le film, et c'est ça qui est censé nous outrer et nous poser des questions sur la condition des Noirs, et nous faire sur l'acceptation, sur la tolérance, etc. et sur les déviances des forces de l'ordre, aux États-Unis en particulier. Sauf que Kathryn Bigelow, et son style ultra réaliste et machin, a rajouté une scène qui fout tout ça en l'air. La scène où les musiciens vont dans la chambre du haut avec les deux prostituées. On sait pas si elles sont vraiment prostituées, d'ailleurs elles ont l'air de surtout vouloir s'éclater, mais on sait pas exactement si elles se vendent ou pas en général. Mais ils vont dans cette chambre retrouver ces nanas, et dans cette chambre, il y a un black qui fait le caïd de façon très prononcée, et qui à un moment sort un pistolet de marathon, et volontairement vise les flics, et tire des coups de feu vers eux. Rendant donc justifier l'intervention des policiers. Et rendant incompréhensible, parce que les personnages, les chanteurs, n'ont pas aimé ce mec, ils l'ont vu, ils ont été terrorisés par ce mec. Ils se sont pissés dessus, enfin revoyez la scène, ils se pissent dessus quand ils voient ce mec, et quand ils le voient tirer à la fenêtre, ils sont mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce con, quoi. Et malgré tout, alors que le mec est déjà mort depuis le début, et alors que tous leurs potes sont en train de se faire aligner, menacer, et pour certains tuer, il y en a, on croit qu'il les tue, mais il y en a un qui fait une connerie à un moment et qui en tue vraiment un. Et jamais il n'explique tout simplement la vérité. Ce qui s'est passé. Le mec, là, celui qui est par terre, que vous avez tué en arrivant, il avait un pistolet à blanc et il vous a tiré dessus depuis la fenêtre. Ils ont juste à dire ça, et tout s'arrête. Et c'est la vérité. C'est pas un mensonge. Alors oui, il y a un esprit de communauté, et ils se disent, bah on va pas les justifier, enfin leur donner une raison de nous avoir tiré dessus, quoi. Tu te dis, bah oui, effectivement. Mais à un moment du film, il y en a déjà deux qui sont dans un coin, et le flic, vous savez, celui qui a un physique un peu porcin, là, qui est le principal, celui qui a tiré sur quelqu'un, se rapproche du chanteur principal, celui qui avait fait le concours de la Motown au début. Il se rapproche de lui et lui fait: vous m'assurez que vous n'avez rien à me dire. Là, vraiment, si tu me dis rien, ton pote, je le bute. Vous m'assurez que vous avez rien à me dire. Et le mec le regarde et fait: non! Et là, j'ai foutu un coup sur mon accoudoir et j'ai commencé à me lever. C'était vraiment physique, quoi. C'était, mais putain, dis-lui, bordel de merde! C'est le seul truc qui peut te sauver. Ils en peuvent plus, ils sont à deux doigts de te buter. Heureusement qu'il y a la résolution de la fin quand même, et que les mecs se disent, bon, on va pas tous les buter, vas-y, on vous laisse sortir tant que vous acceptez de rien dire, quoi. Mais
Enfin, ça va te sauver, quoi, de dire... Et tu dis la vérité, tu dis, bah oui, mais... Enfin, c'était le mec, il avait un pistolet à blanc, donc non, il vous a pas tiré dessus, mais il vous a quand même tiré dessus. Et là où j'ai vraiment pété un câble, c'est qu'à la toute fin du film, je comprenais pas comment est-ce que personne ne reparlait du flingue. Jamais le flingue n'était réévoqué ensuite dans le film. Même les filles, les deux prostituées, à un moment, elles disent « Ah, s'ils avaient quelque chose, c'était pas peine un jouet ou un truc dans ce genre-là », et c'est le seul moment où on va évoquer vite fait le fait qu'il y ait eu une arme. À un moment, il y a le personnage qui est joué par John Boyega, qui joue un gardien qui garde normalement un magasin, qui essaye de les aider, qui va dans la chambre où ils avaient été au début, où le mec a tiré à la fenêtre avec son pistolet à blanc, il retourne le lit, il trouve rien. Et à la fin du film, tu sais pourquoi quand ils vont en haut, ils trouvent rien. Parce que t'as une phrase qui dit « Le pistolet n'a jamais été retrouvé ». Et en vérité, cette scène qu'on nous montre à la fenêtre ne devrait pas être montrée, parce qu'on sait pas ce qui s'est vraiment passé. On aurait dû voir les chanteurs arriver à l'hôtel, passer aux flics, qui se font tirer dessus, et qui ensuite arrivent à l'hôtel, et quand ils arrivent à l'hôtel, ils tirent sur les gens, ils prennent les mecs, ils les alignent. Si tu n'as pas vu la scène d'avant avec le black qui leur tire dessus à la fenêtre, ça devient justifié. Tout le film, tout ce que fait le film devient logique, cohérent et effectif. Enfin, je veux dire, effectivement, c'est une énorme tension, ils sont extrêmement violents, t'as peur du début à la fin que le mec les bute. Donc effectivement, le film devrait marcher. Mais t'as mis une scène au début qui justifie l'intervention des flics, et que tu ne peux pas justifier dans ton film parce qu'on n'a jamais eu la preuve que cet objet physique a vraiment existé. Si ça se trouve, les coups de feu sont même pas venus de l'Algiers. Mais tel que c'est fait, le film se tire une balle dans le pied. Les personnages ont effectivement quelque chose à dire aux flics. Ils ont quelque chose qu'ils pourraient lui confier et leur dire. Et ils le font pas pendant tout le film. Et pour moi, les personnages deviennent des idiots. Vraiment, quoi. Quand tes amis sont en train de mourir et que tu continues à mentir alors que dire une phrase qui ne t'incrimine pas du tout et qui règle le problème pour être sauvé et que tu la dis pas, t'es un idiot. Enfin, je ne comprends pas les réactions des personnages de ce film. Alors si vous l'avez vu, je ne sais pas quelles sont vos réactions et vous, mais en ce qui me concerne, c'est le film qui m'a le plus énervé de toute l'année. Enfin, j'ai pas eu une réaction aussi épidermique que ça devant aucun autre film. C'est totalement absurde de présenter cette histoire comme ça. Et il suffit de retirer une scène. Tu retires une scène, tu rends tout son impact à l'histoire. La police commet effectivement des exactions, et c'est pour ça que je suis quand même resté devant le film, quoi. C'est que je comprenais juste pas, mais putain, pourquoi est-ce que personne ne reparle de ce flingue? Pourquoi est-ce qu'il lui dit pas, va en haut, regarde dans la chambre, il y a un flingue, etc., et tu vas pouvoir le trouver, et tu vas ensuite pouvoir nous laisser partir tranquillement, parce que t'auras eu ta victime et t'auras eu ton truc. Je ne comprends pas. Le film m'a un peu énervé esthétiquement aussi, en plus, Bigelow et son style réaliste, là, ça commence à me les briser menus avec ces images vertes dégueulasses et pleines de grains ignobles, etc. Et je trouve que le film explique mal beaucoup de choses, l'intervention des flics par exemple, mais par exemple la toute première scène au tout début, c'est des flics qui viennent interrompre une soirée, et on comprend pas vraiment, mais cette soirée avait été organisée spécifiquement pour le retour de soldats qui revenaient du Vietnam, soldats noirs du coup, et comme ils avaient pas le droit, c'était quoi le truc? Il y avait une question de prohibition, ils avaient pas accès à certains bars ou certains trucs, ou ils avaient pas accès à certains alcools, et du coup ils faisaient leur propre soirée avec de l'alcool, mais comme il y avait du jeu en plus, c'était ça qui le rendait complètement illégal, enfin bref. Il y a tout un tas de soirées comme celle-ci, qui ont été interrompues par la police, et qui sont en fait une des causes de cette révolte. Et dans le film on en montre une, au début, sans te dire exactement pourquoi est-ce qu'on l'arrête, sans te dire exactement pourquoi est-ce qu'elle était là, ou pourquoi est-ce qu'elle avait lieu. Et je trouve que ce film est monstrueusement mal raconté. Enfin, il y a un truc qui va pas du tout dans le récit de ce film et que rien n'est correctement présenté et justifié. L'animation avec les dessins pour enfants là en peinture au début pour t'expliquer le climat de tension raciale aux États-Unis depuis l'esclavagisme. Enfin, ça prend son public pour des demeurés quoi. Enfin, je comprends pas. Donc voilà, Détroit est le film que j'ai le plus détesté de toute l'année. Et c'est un film qui rate son message sur la diversité, sur la tolérance. Qui, comme je vous l'ai dit, est un thème commun à ses tops et ses flops, et vous allez voir dans la prochaine vidéo des tops en quoi est-ce que ce thème est intéressant. Voilà pour ce qui est des flops, c'est terminé, je crois que j'ai réussi à faire un peu plus court que d'habitude, pour une fois. Je vous encourage donc à me retrouver pour les tops dans la prochaine vidéo, et pour le reste de ces vidéos de nouvelle année. Je vous remercie de m'avoir suivi, et n'hésitez pas à laisser votre flop à vous dans les commentaires. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!